Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Le mieux est l'ennemi du bien et Apple l'apprend à ses dépens ce soir. Hier, la firme à la pomme a publié ses résultats et notamment ce chiffre, près de 48 millions d'iPhone vendus au quatrième trimestre 2012. Bien, mais les analystes s'attendaient à encore mieux. Du coup, le titre dégringole, il perd presque 12% ce soir à Wall Street. En clair, les investisseurs estiment que la suprématie d'Apple a vécu et que le constructeur américain doit revoir sa stratégie. La dégringolade d'Apple est restée sans effet sur les places financières européennes. Paris prend 0,70% ce soir. Londres s'envole de 1,09% et Francfort s'apprécie de 0,53%. Les investisseurs réagissent aux bons indicateurs concernant l'activité du secteur privé, ce qui laisse espérer donc une reprise économique. En zone euro, regardez, l'indice PMI composite, industrie et services est à son niveau le plus haut depuis presque un an. Il reste sous la barre des 50, mais tout de même, l'activité manufacturière repart aussi outre-Atlantique et en Chine, où l'indice HSBC PMI n'avait pas été aussi haut depuis 2 ans. Une reprise dont le Japon a bien besoin. L'archipel a enregistré un déficit commercial record en 2012, près de 59 milliards d'euros. Le différend territorial avec la Chine, qui boude les produits nippons, et la baisse de la demande en zone euro ont plombé les exportations. Pour se refaire, le nouveau gouvernement japonais a décidé d'en finir avec le yen fort et la Banque centrale fait tourner la planche à billets. Résultat, l'euro s'apprécie fortement face au yen bien sûr, plus 25%, et même face au dollar, plus 10% ces 6 derniers mois. Alors, l'euro en conséquence est-il trop fort? Élément de réponse avec Vanessa Tsanga. La Banque du Japon a finalement accordé sa politique avec celle du nouveau gouvernement. Objectif, relancer la croissance. Car l'économie va mal. Dernier chiffre en date, le déficit commercial du pays. Il a pratiquement triplé cette année par rapport à 2011, c'est plus de 58 milliards d'euros. Alors, le Japon a trouvé la solution, aller chercher la croissance chez ses voisins en affaiblissant sa devise. La Banque du Japon fait tourner la planche à billets, ce qui inquiète les partenaires commerciaux du Japon. Je ne suis pas exempte de soucis. Au travers des discussions au G20, nous avons pris davantage conscience des questions de manipulation de taux de change et des influences politiques. Et avec sa nouvelle politique de taux de change, je dois l'admettre, il y a de quoi être préoccupé par le Japon. L'Europe pourrait se retrouver désarmée. Contrairement à la Banque du Japon et aux autres grandes banques centrales, la BCE, elle, refuse toute dévaluation compétitive au nom de son indépendance. Un point capital pour l'Allemagne. Mais avec la crise, l'autorité monétaire est sortie des sentiers battus pour sauver l'euro de la catastrophe. Mission accomplie, aujourd'hui l'UE détient un euro fort. Mais attention, cela pourrait tourner au handicap dans une éventuelle guerre des monnaies. Toutes ces discussions incessantes sur la guerre des monnaies, c'est vraiment exagéré. Vous savez, les pays doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs économies retrouvent la santé. En zone euro, les politiques d'austérité ont justement cet objectif. Mais une monnaie trop forte pourrait ruiner à l'exportation les gains de compétitivité si chèrement obtenus. Et parmi les pays qui paient le prix fort pour pouvoir redresser leur économie, l'Espagne, où le chômage atteint des niveaux effarants. 26,04% de la population active au dernier trimestre 2012, soit près de 6 millions de personnes. 55% des moins de 24 ans ne trouvent pas de travail. En France, les ouvriers de Renault tremblent pour leurs emplois. Le constructeur a déjà fait savoir qu'il supprimerait 7 500 postes d'ici 2016, exclusivement grâce au départ naturel. Mais des négociations sur la flexibilité sont en cours. Si un accord est trouvé, Renault a promis de ne fermer aucun site en France. Et s'il n'y a pas d'accord, eh bien Stéphanie Antoine a posé la question à Carlos Ghosn, le patron de Renault. S'il n'y a pas d'accord, ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de rétablir la compétitivité en France. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen que nos partenaires, qui sont libres de leur choix, on ne va pas leur imposer de venir produire en France. Eux, ils viennent produire en France parce que la France est compétitive, parce que nous, on est capable de s'engager sur une qualité, on est capable de s'engager sur un niveau des coûts, et donc c'est quelque chose qui fait du sens. Et bien à partir de ce moment-là, automatiquement, le niveau de production en France sera inférieur, il faut qu'on en tienne compte. Carlos Ghosn qui réfute tout chantage comme l'en accusent les syndicats. Le patron de Renault se trouvait à Davos ce jeudi.
ArcelorMittal refait parler de lui, mais en Belgique. Le numéro 1 mondial de l'acier revient sur ses promesses. Il ne supprimerait pas 790, mais 2090 emplois sur son site de Liège. 1300 emplois supplémentaires, donc c'est en tout cas une information des syndicats sur place. ArcelorMittal avait pourtant signé un accord le 30 novembre dernier. Il met maintenant en avant son énorme dette, plus de 18 milliards d'euros, et la baisse continue de la demande d'acier en Europe. C'est un tout autre vent qui souffle au-dessus de Nairobi. En 2 ans, la capitale du Kenya est devenue la capitale africaine des nouvelles technologies. En projet notamment la construction d'un véritable technopole, une sorte de Silicon Valley africaine. Le premier coup de pioche a été donné ce jeudi. En 2030, ces tentes laisseront place à une ville futuriste, une Silicon Valley à l'africaine. Nous sommes à 70 km de Nairobi, la capitale du Kenya. Les travaux viennent tout juste de commencer, ils se chiffrent à plus de 10 milliards d'euros. Et d'ici 20 ans, cette technopole baptisée Konza City permettra la création de plus de 200 000 emplois. D'après les partenaires du projet, elle pourrait devenir l'une des villes les plus prospères d'Afrique, capable de concurrencer les plus grandes capitales du monde. Nous sommes très bien positionnés et nous rivalisons avec nos concurrents pour la première place. La ville que nous créons et les politiques du gouvernement ainsi que les investissements nous permettront de créer un environnement favorable pour que l'industrie de l'innovation prospère. Car en matière de haute technologie, le Kenya est à la pointe en Afrique. Le secteur des télécommunications fait partie des plus dynamiques. En octobre 2012, près de 3/4 de la population du Kenya possédait un téléphone portable. La technologie aura un grand impact en Afrique du fait de la pénétration mobile et de la manière dont nous avons pris de l'avance par rapport à nos prédécesseurs en Occident. L'Afrique est le marché de la téléphonie mobile qui croît le plus rapidement au monde. Un marché qui, en 2012, représentait plus de 738 millions de téléphones portables. Enfin, on peut rire de tout, même de la crise. La preuve, ce remake italien de Full Monty, avec de vrais chômeurs, meneurs de revue, recrutés parmi les acteurs professionnels. Une comédie musicale directement inspirée du film de Peter Cattaneo en 97. Il était sorti en 97. Un groupe de chômeurs donc, qui tente le tout pour le tout et s'invente une nouvelle vie. Le spectacle partira en tournée dans toute l'Italie en plein milieu de la campagne électorale. Peut-être que cela inspirera les candidats. C'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à tous de l'avoir suivi.